Analyse de la pleine lune du 7 octobre 2025 à 5h47, heure de Paris. Bonjour à tous, j'espère d'ores et déjà que vous allez bien. Alors cette fois, le ciel nous met face à une pleine lune en bélier. Je peux déjà vous dire que c'est pas un moment insignifiant. Parce que le bélier, c'est l'élan pur, le feu du premier pas, le besoin vital d'exister et de s'affirmer. Mais ce qui se joue ici, c'est pas seulement un élan. C'est aussi une question. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je cède à la pulsion immédiate ou est-ce que je vais prendre le temps de transformer ce désir en quelque chose de solide, de juste et surtout de durable ? Ici, le ciel, il nous envoie un message assez clair. Oui, on doit avancer, on doit initier, mais pas n'importe comment. Il y a une tension assez particulière autour de cette pleine lune, ça on va le détailler à la suite, mais qui met nos désirs à l'épreuve. Parce que ça va nous demander d'apprendre à tisser plutôt qu'à foncer, à relier nos élans à une trame plus vaste, au lieu de croire qu'on peut tout faire seul. Donc dans cette vidéo, on va prendre le temps de dérouler tout ça tranquillement. On ira voir ce que dit le degré Sabian, ce que raconte l'opposition Bélier-Balance, le rôle discret mais crucial de Mars et Vénus, et surtout le travail profond que nous impose Mercure. Donc tout ceci nous dit que c'est une pleine lune qui peut être inconfortable, mais qui peut aussi être un moment fondateur, si forcément on la traverse en conscience. Alors si vous sentez qu'en ce moment ça chauffe, ça gratte, ça bouillonne à l'intérieur, restez avec moi. On va plonger ensemble dans ce ciel exigeant pour essayer d'en tirer du sens, et puis qui sait, peut-être un peu de clarté. Alors allons-y mes amis, let's go. La pleine lune se trouve sur le 14 degré 08 du Bélier. Son degré Sabian nous dit « Un Indien tisse une couverture de cérémonie. La dominante est de vivre au quotidien l'intuition que l'on a de l'harmonie et de la plénitude. » Donc ici, c'est une image qui nous arrête tout de suite parce qu'avec le Bélier, on s'attend souvent à l'élan, au combat, au feu qui jaillit. Or ici, on n'a pas un guerrier qui brandit ses armes, on a un tisserand qui patiemment assemble fil après fil pour créer une étoffe. Et pas n'importe laquelle, c'est une couverture de cérémonie. Donc une pièce unique qui n'a pas seulement une fonction pratique. Elle détient une valeur sacrée, symbolique, collective, puisque c'est le tissu dans lequel on s'enveloppe pour marquer un passage, honorer une appartenance, voire carrément relier l'intime et le cosmos. Donc ce degré, il nous invite à regarder autrement ce que signifie agir dans ce cycle. Il nous dit que l'action, elle n'est pas toujours dans l'explosion immédiate, mais qu'elle peut aussi être dans la constance, la répétition, le geste quotidien qui peu à peu devient un rituel. D'ailleurs, Rudyard a pris l'image de l'ouvrage de Pénélope qui défait et refait chaque jour dans l'attente d'Ulysse. Et cela me semble tout à fait juste, parce que le tissage, c'est une métaphore de la patience, mais c'est aussi une métaphore de la foi. On ne sait pas encore à quoi ressemblera la couverture achevée, mais on persévère parce que chaque fil compte et surtout que chaque geste compte. Alors ici, le mot-clé de ce degré, c'est l'accomplissement du désir. Mais ici, il ne s'agit pas du désir brut, instinctif et qui consume comme une flamme. C'est plutôt le désir travaillé, façonné, incarné. Donc un désir qui trouve son accomplissement en devenant une trame solide. Et l'image est belle, parce que le désir, il devient ici une étoffe. Il devient un habit de lumière, il devient une couverture protectrice. Donc c'est un désir qui ne se contente pas de vouloir, mais qui sait persévérer, qui se discipline et qui accepte le temps nécessaire pour mûrir et prendre forme. Alors dans nos vies individuelles, ce degré peut nous inviter à prendre conscience de ce que nous tissons jour après jour, parfois même sans nous en rendre compte. Chaque choix, chaque parole, chaque action, aussi infime soit-elle, c'est un fil ajouté à la grande couverture de notre existence. Alors qu'est-ce qu'on tisse de solide ? Est-ce qu'on tisse du vrai ? Ou est-ce qu'on se perd dans des fils qui s'effilochent et qui ne tiennent pas ? On voit bien ici que l'accomplissement du désir, c'est accepter que rien ne se construit d'un seul coup, que l'essentiel prend corps dans la durée, dans la cohérence et surtout dans le soin porté à l'ouvrage. Et puis collectivement, cette image, elle résonne aussi avec notre époque. Parce que l'Indien qui tisse, il n'est pas seulement une figure exotique ou romantique. C'est le rappel d'un rapport au monde où chaque geste est relié à une vision d'ensemble, où l'objet créé n'est pas séparé de l'esprit qui l'anime. Dans un monde où nous avons perdu
quasiment la majorité de nos rituels, où nos sociétés produisent et consomment sans mémoire ni sacralité, mais cette image, elle nous ramène à l'idée qu'il faut retisser du sens, retisser du lien, notamment en cette période où le soleil est en balance, et puis aussi retisser du symbolique. Donc il nous parle d'un désir d'accomplissement qui doit aller plus loin que l'impulsion individuelle. Il s'agit ici de transformer notre feu en œuvre commune, et donc en étoffe partagée. Alors oui, le mot-clé, c'est l'accomplissement du désir, mais pas dans le sens de combler une pulsion immédiate, plutôt dans le sens de donner forme à ce que l'on veut vraiment, profondément, à travers un travail patient, lucide, connecté. Et en même temps, n'oublions pas que cette pleine lune est issue d'une nouvelle lune en Vierge, donc c'est tout à fait logique, puisque tisser fil après fil, ce qui deviendra notre habit de lumière, notre couverture de cérémonie, c'est un ouvrage intime, mais qui a vocation à nous relier à plus grand que nous. Alors une pleine lune en Bélier, déjà, c'est un moment où nos émotions se colorent de feu. La lune, c'est notre monde intérieur, nos besoins, nos manières instinctives de chercher la sécurité ou la plénitude. Et forcément, quand elle traverse le premier signe du zodiaque, elle se montre dans toute sa lumière et elle nous met face à ce besoin de nous affirmer, d'oser un premier pas, parfois brut, parfois maladroit, mais vital. Puisqu'ici, c'est la pulsion de vie qui cherche à s'inscrire dans le réel. Alors comme toute pleine lune, cet élan ne reste pas intime, il devient visible, concret, parfois bruyant. Parce qu'en réalité, ce qui travaille en nous, ce qui bouillonne, s'exprime et se manifeste, par le biais de cette pleine lune, c'est toujours une mise en lumière, une révélation. Et ici, elle nous montre là où nous voulons trancher, agir, incarner un choix. Donc elle peut faire remonter l'impatience, la colère, la frustration. Mais plus positivement, elle peut aussi nous donner le courage de franchir un seuil. Et c'est là que ça devient encore plus intriguant parce que cette pleine lune en Bélier, elle n'est pas normale. D'ordinaire, une nouvelle lune en Vierge, elle débouche sur une pleine lune en Poisson. Chose que nous avons déjà eue en septembre, notamment par l'éclipse totale, puisque c'est son axe complémentaire. Mais bon, puisqu'on a eu 2 nouvelles lunes en Vierge, et que la deuxième était en plus une éclipse solaire, le résultat, c'est que le cycle se décale. Et cette pleine lune, elle n'arrive pas en Poisson, mais en Bélier. Et ça, forcément, ça change tout. Parce que la graine posée dans l'énergie de la Vierge le 21 septembre dernier, donc il nous demandait encore une fois ce tri, ce nettoyage, ce retour au concret, cette exigence de clarté, elle trouve ici son apogée, non pas dans la dissolution des Poissons, mais dans le feu du Bélier. Autrement dit, ce qu'on a commencé à purifier, à recentrer, se retrouve ici mis à l'épreuve d'une énergie de commencement, d'affirmation, presque de combat. Comme si au lieu de se déverser tranquillement dans l'océan, la Vierge ici, elle avait ouvert la voie à une flambée qui demande maintenant de s'incarner et de s'affirmer. Et en plus, ce décalage, il ne va pas être ponctuel puisqu'il va durer jusqu'en mai 2027, où les cycles lunaires retrouveront à ce moment-là leur logique habituelle. Donc ce que nous inaugurons avec cette pleine lune en Bélier, c'est le premier épisode d'une longue série de pleines lunes décalées, ce qui donne à ce moment une portée fondatrice. Parce que la première, elle pose toujours le ton. Elle contient déjà le message de tout ce qui va suivre. Autrement dit, on entre dans une période où il faudra apprendre à vivre avec des cycles qui collent plus à leur axe naturel, comme si les choses ne répondaient plus tout à fait à la logique attendue. Alors, on pouvait ici croire qu'après le tri, viendrait le lâcher-prise. Eh ben non, c'est une demande d'affirmation. On croyait que les pleines lunes révélaient simplement le miroir de la nouvelle lune précédente. Eh ben là non plus. Elles vont basculer ailleurs, et donc elles forcent une autre lecture. Alors symboliquement, ça résonne tout à fait avec notre époque. Nous vivons un temps où les repères classiques s'effacent, où ce qu'on attendait comme une suite logique dérape, où les cycles semblent se déplacer sous nos yeux. Et dans ce chaos, la question devient comment continuer à tisser ? Comment garder la cohérence de la trame quand le motif lui-même se décale ? C'est donc une pleine lune de seuil. Elle n'achève pas vraiment la précédente, c'est comme si elle ouvrait une brèche. Un peu comme si le fil avait glissé sur le métier à tisser. Donc ce qui se joue ici, c'est pas une clôture, c'est une initiation. C'est une bascule étrange qui rend visible un désir encore inachevé, comme une tension pas totalement résolue. Donc ici, la cohérence, elle se joue pas dans l'immédiateté, mais dans la durée, dans la suite du cycle. Alors forcément, c'est un passage fondateur, parce que c'est le premier maillon d'une chaîne qui va durer plus d'1 an et demi.
Et comme toujours avec les commencements, il y a quelque chose d'instable, de déroutant, mais aussi de riche, puisque c'est une porte qui s'ouvre, mais sur un terrain mouvant. Donc prenons cela comme une invitation à avancer, même si les repères se déplacent sous nos pieds. Donc, comme vous le savez, toute pleine lune est une opposition, une tension entre deux pôles. Ici, c'est une lune en bélier face à un soleil en balance, et cet axe-là, c'est sans doute l'un des plus parlants, parce qu'il met en jeu quelque chose de très simple et de très universel. Le moi et le nous. Le bélier dit « je suis, j'existe, j'agis », et la balance répond « oui, mais avec qui et comment ?» Donc c'est l'éternelle tension entre l'élan individuel et l'art du lien. Et à la pleine lune, ces deux pôles se regardent, ils se confrontent et ils se répondent. Ici, avec la lune en bélier, on est dans une émotion qui cherche l'affirmation. Donc c'est comme un besoin viscéral de dire c'est comme ça, c'est moi, je décide. On peut sentir davantage le besoin d'être entendu, prendre sa place, quitte à le faire de façon brutale, parce qu'ici, c'est pas le consensus qui est recherché. C'est plutôt la vérité de l'instant, ou le feu du désir ou de la colère. En réalité, cette lune, elle met en lumière ce qui, en nous, comme autour de nous, ne veut plus attendre, ce qui doit s'exprimer là, maintenant, tout de suite. Et puis, en face, le soleil en balance, il rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que toute affirmation, elle existe dans un contexte de relation, d'échange et de réciprocité. Le soleil en balance nous éclaire sur le fait que oui, nous devons affirmer notre désir, mais que ce désir, il a besoin d'un cadre, d'un miroir, d'une écoute. La balance, elle n'est pas que dans le compromis. Elle cherche avant tout la justice, l'équilibre, et donc la possibilité de coexister sans s'écraser mutuellement. Sinon, imaginez le chaos que ça serait. Ce face-à-face, il nous met devant une question essentielle. Comment être soi sans nier l'autre? Comment s'affirmer sans écraser? Comment collaborer sans se trahir? Et ici, la pleine lune, elle amplifie cette tension. Et ce qui est frappant dans cette carte, c'est que cette opposition soleil-lune, elle ne reçoit aucun autre aspect. Elle est donc isolée. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est comme si le ciel disait concentrez-vous là-dessus, et tout le reste, c'est périphérique. La lune, en fait, n'est reliée à rien d'autre que le soleil. Et bien sûr, inversement. Donc on est face à une polarité nue, brute, et forcément sans médiation. Alors ce genre de configuration, c'est rare. D'habitude, une pleine lune, elle est traversée de trigones, de carrés, de sextiles, voire même d'aspects plus petits, semi-sextiles, semi-carrés, qui vont nuancer, qui vont canaliser l'énergie. Mais ici, rien. Donc l'axe bélier-balance, il résonne d'autant plus fort, comme si nous étions ramenés à l'essentiel. Toi et moi, le moi et l'autre, l'élan et le lien. Donc ici, il n'y a pas de distraction. Et donc forcément, pas de fuite possible. Alors individuellement, ça peut être très concret. Ça peut réveiller des tensions forcément dans les relations. On peut sentir qu'on a besoin d'air, de s'affirmer, mais l'autre, il est là, en miroir, en limite ou en partenaire. Donc ça peut mettre en lumière une peur d'écraser ou d'être écrasé, mais ça peut aussi être une chance. Celle de voir clairement où nos relations tiennent vraiment et où elles sont bancales. Parce que la lune en bélier, elle triche pas. Elle exprime ce qu'elle ressent tout de suite. Et le soleil en balance, lui, va nous inviter à traduire ça dans un langage qui ne ferme pas la porte au dialogue. Donc collectivement, cet axe y met en relief une tension très actuelle. Les peuples qui veulent affirmer leur identité, leur autonomie, face à des structures qui prônent le consensus, la diplomatie, mais parfois au prix de compromis creux. Le bélier, il dit « je veux exister », la balance, elle dit « oui, mais pas au détriment de la paix ». Et entre les deux, on voit bien comment le monde actuel navigue dans cette contradiction. L'affirmation brutale d'un côté, faux dialogue diplomatique de l'autre, et la pleine lune, elle éclaire ça, sans filtre, sans autre appui. Et c'est ce dénuement-là qui est fort, parce que sans aspects qui viennent colorer l'opposition, elle nous oblige à regarder droit dans les yeux cette question. Comment rester entier, et pourtant relié? Donc comment dire « je suis » sans fermer la porte au « nous sommes ». Alors pour tenter d'y voir clair, il est fondamental de regarder les maîtres de cette opposition. Mars pour le bélier, Vénus pour la balance. Et c'est là que les choses deviennent encore plus étranges, parce qu'aucun de ces deux maîtres ne joue le jeu de reliance. Mars d'abord,
Il est en Scorpion, dans son domicile nocturne, autant dire qu'il est fort, dense, magnétique, intense. Mars en Scorpion, c'est la puissance des désirs profonds, la force qui cherche à transformer, aller jusqu'au bout d'un processus quitte à traverser la mort symbolique pour renaître. Mais au moment de cette pleine lune, Mars ne forme lui aussi aucun aspect. Il est isolé, donc il agite dans son coin. Et ça, forcément, cette redondance, c'est pas rien quand même. Alors oui, Mars en Scorpion, il est puissant, mais sa puissance, ici, elle n'est pas médiatisée, elle n'est pas canalisée par les autres planètes, elle ne dialogue pas. Donc elle peut devenir obsessionnelle, tournoyer sur elle-même ou s'exprimer dans un champ limité. Donc on peut se sentir pris par une intensité intérieure, une envie de tout contrôler, de sonder jusqu'au fond, sans forcément trouver de débouché clair. Et collectivement, ça peut aussi ressembler à des volontés de pouvoir qui se replient, qui préparent en sous-main, qui n'explosent pas au grand jour, mais qui n'en sont pas moins redoutables. Mars ici, il est fort, mais il est seul. Et cette solitude, elle colore toute l'interprétation. Donc il peut y avoir une action, mais elle ne relie pas, elle n'ouvre pas, elle se concentre, mais elle peut se recroqueviller ou ruminer. Et puis de l'autre côté, il y a Vénus, qui est toujours en Vierge, donc toujours dans le signe de sa chute. Autrement dit, elle n'est pas dans un lieu confortable. Vénus en Vierge, c'est la Vénus qui doute d'elle-même, qui veut bien faire, qui trie, qui critique, qui cherche la pureté, mais qui peut aussi se perdre dans le perfectionnisme morbide ou l'autodévalorisation. Et en plus, ici, elle est conjointe au nœud sud. Et ça, c'est un signal fort. Parce que le nœud sud, c'est pas un mauvais point, mais c'est l'endroit où il y a un trop-plein, un héritage, quelque chose qu'il faut transformer, trier, purifier. Donc ça la renforce. Et puis le nœud sud, ça nous parle de choses karmiques, mais surtout de mémoire, ce qu'on porte déjà, ce qu'on connaît trop bien, ce qui nous colle à la peau. Alors cette Vénus en Vierge, conjointe au nœud sud, elle met en lumière un travail de dépouillement, je dirais même de surdépouillement. Et ici, elle va nous demander de sortir du poids de la complaisance, des relations qui ne tiennent que par habitude, des manières d'aimer ou de s'attacher qui reposent sur la peur, l'anticipation en outrance qui est très vierge, et donc forcément le contrôle. Et donc nous voyons bien ici que Mars comme Vénus sont tous deux assujettis à cette volonté de contrôler les choses. Ils ne sont pas tranquilles, ils ne sont pas cool. Et puis il ne faut pas regarder tout ça de façon binaire. Le nœud sud, c'est aussi un lieu de sagesse. Ce n'est pas seulement un bagage à rejeter. C'est aussi une ressource à sublimer. Et ici, la sagesse de la Vierge, c'est de savoir purifier, sélectionner, garder l'essentiel et laisser tomber tout le reste. Donc il y a bien une invitation à l'hygiène relationnelle, émotionnelle et spirituelle. Alors bon, faut pas tout noircir aussi. Vénus, elle reçoit un sextile de Jupiter en Cancer, qui est toujours très bien relié au nœud, depuis un moment déjà. Alors c'est léger, mais c'est un appui quand même. Jupiter en Cancer, il est exalté, donc il amplifie les forces de protection, de soins, de clan, de famille. Donc au positif, il peut apporter une générosité, une ouverture, une expansion à travers le lien nourricier. Le sextile à Vénus, il dit il y a de l'aide si on accepte de simplifier, si on accepte de se délester du superflu. Mais Jupiter ici, il n'est pas totalement à l'aise non plus parce qu'il est au carré de Chiron en Bélier. Et ça rend le tableau plus tendu. Parce que l'amplification de Jupiter, qui a tendance à tout augmenter, il peut faire remonter des blessures d'identité, des difficultés à affirmer son autonomie, et ça peut se traduire par une impression d'être étouffé par la famille, par le groupe, la mémoire collective. Donc même ce soutien, il n'est pas simple. Il ouvre bien sûr une porte, mais il force en même temps aussi à regarder les zones douloureuses de notre rapport au désir, au lien comme au clan. Alors ce duo Mars-Vénus, il raconte toute l'ambiguïté de cette pleine lune. Parce que d'un côté, Mars est puissant, mais comme on l'a vu, il est isolé, donc il travaille en profondeur mais sans ouverture. De l'autre, Vénus, elle est fragile, conjointe au nœud sud, donc sommet de purifier, de faire le tri, de se délester. Et ce sont eux qui tiennent les rênes de cette opposition Soleil-Lune. Donc le résultat, c'est que le ciel ne nous pousse pas à des actions éclatantes, ni à des unions idéales. Il va nous demander plutôt un travail de fond, intime, de lucidité. Mars ici nous invite à sonder nos pulsions et nos obsessions pour voir ce qu'elles disent vraiment. Et Vénus, elle nous invite à examiner nos relations, nos désirs, nos attachements pour comprendre ce qui est encore vivant de ce qui est déjà mort. Donc on a plutôt affaire à un climat de dépouillement, pas de faste.
Une pleine lune qui éclaire nos contradictions et qui peut nous dire ce que tu veux affirmer, ce que tu veux créer, ce que tu veux aimer, ça ne peut plus reposer sur l'ancien. Donc il faut encore purifier, encore transformer pour tisser autrement, à l'image du degré Sabian. Et puis ici, on ne peut pas faire l'impasse sur Mercure, parce que c'est là qu'on touche le nerf de cette pleine lune. Parce que si l'axe Bélier-Balance, il est nu ici, sans relais, et si Mars et Vénus se trouvent chacun dans leur coin, c'est Mercure qui prend toute la charge des tensions. Et il faut être clair, la carte nous dit que c'est là que se concentre le vrai travail. Un travail de libération lors d'une pleine lune. Donc souvenez-vous que lors de la nouvelle lune du 21 septembre, c'était Mars qui occupait la place clé, au dernier degré de la Balance, pris dans le carré de Pluton. Donc là, il y avait incarné toute la pression, la rage de transformation, le choc frontal avec ce qui ne pouvait plus durer, mais en même temps en Balance, il était complètement faible. Et ici, à la pleine lune, le relais est passé. Mars est rentré chez lui en Scorpion, mais c'est Mercure qui prend sa place symbolique pile au tout début du signe. Comme si le ciel nous disait « l'action brute a fait son travail, maintenant ça passe par l'esprit, par la parole, par l'échange, mais dans une intensité scorpionique, c'est-à-dire sans concession, sans filtre, et avec la possibilité d'aller vers la manipulation, dans le côté ombre, autant que vers la lucidité côté lumière. Et c'est là que ça devient raide. Parce que Mercure, il reçoit 2 quinconces et un carré. Autrement dit, 3 aspects de tension pure. Alors, comme on l'avait vu lors de la nouvelle lune, le quinconce, c'est l'inconfort qui force l'ajustement. Et donc l'impossibilité de rester tranquille. Et puis le carré, c'est la friction ouverte, c'est le conflit et la nécessité de réagir. Mercure ici, il est pris dans une triple injonction à se transformer, à se repositionner. Il est le point de concentration de la toile collective, puisque ce sont les 3 planètes lentes qui lui envoient leurs signaux. Donc on est directement relié à la grande scène du monde, et ça passe par Mercure. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que cette pleine lune, elle nous met au travail sur tout ce qui touche à l'information, à la communication, aux échanges, aux négociations, mais aussi à la manière dont nous pensons et dont nous percevons la réalité. C'est Mercure qui fait le lien entre l'individuel et le collectif. Et ici, il est cerné, malmené, obligé de revoir ses manières de fonctionner. En Scorpion, il ne cherche pas la surface. Il fouille, il veut contrôler, il teste, il manipule aussi parfois. Donc on peut s'attendre à des climats d'ingérence, à des mots qui blessent, à des récits biaisés, à des médias qui instrumentalisent encore et toujours, mais aussi, sur un plan intérieur, à un mental obsédé, pris dans des ruminations, dans des suspicions et dans une quête de maîtrise absolue. Donc forcément, le danger ici, c'est de s'y perdre, de laisser Mercure en Scorpion tirer toutes les ficelles de la manipulation et de tomber dans des jeux d'influence, de croire qu'on détient la vérité quand en réalité on est pris dans un récit biaisé. Le rôle des médias, il est énorme dans ce climat, parce que ce que nous lisons, ce que nous voyons, entendons, tout peut être chargé de cette énergie scorpionique, séduisante, intense, mais pas forcément honnête. La manipulation, c'est pas qu'à l'extérieur, elle peut aussi être intérieure, dans la manière dont nous nous racontons les choses, dont nous justifions nos choix et dont nous essayons de garder le contrôle. Mais dans tous les cas, il y a un potentiel là, et un potentiel qui peut être très lumineux. Parce qu'un Mercure sous tension, c'est aussi un Mercure qui peut se transformer. Les quinconces, ils l'obligent à bouger les lignes, à trouver une nouvelle manière de penser, de parler, d'échanger. Le carré à Pluton, il le pousse à l'action, à la clarté. Donc Mercure en Scorpion, il peut devenir l'enquêteur, le chercheur de vérité, celui qui n'accepte pas la surface, mais veut comprendre ce qui est caché. Donc si on accepte de faire ce travail de lucidité, cette pleine lune, elle nous donne une chance. Celle de purifier nos manières de communiquer, comme de couper avec les récits toxiques et de cesser d'être dupe, de ne plus manipuler, ni de se laisser manipuler d'ailleurs. Mais ça demande une vigilance extrême. Parce qu'en l'état, le ciel, il nous met en garde. Attention à ce que vous croyez. Attention à ce que vous transmettez. Attention aux récits qui circulent. Ne prenez rien pour argent comptant. Testez, vérifiez, creusez. Alignez vos paroles à votre vérité intérieure. Donc ici, on voit bien que Mercure nous demande un vrai travail conscient. Sinon, c'est le risque d'être happé par la confusion, la manipulation et la peur, bien sûr.
Et puis individuellement, ça peut se traduire par des discussions qui piquent, hein, par des confrontations verbales, par des non-dits qui explosent. Donc bien sûr, ça peut être inconfortable, mais c'est une opportunité de vérité. Et collectivement, c'est la question brûlante de l'info, des médias, des récits officiels. Donc qui dit quoi? Dans quel but? À qui profite telle ou telle version des faits? Hein, nous sommes à une époque où les mots font autant de dégâts, voire plus que les armes. Et cette pleine lune, elle nous le rappelle de façon brutale. Et puis au-delà de tout ça, déjà ce qui sautait aux yeux par le prisme de cette carte, c'est déjà qu'elle inaugure cette série de pleines lunes décalées dont je vous ai parlé. Et c'est pas un hasard ici si ce premier épisode il nous plonge dans un climat de manque de reliance. La Lune et le Soleil ne parlent à personne d'autre. Mars est isolé et pourtant, en arrière-plan, Mercure se retrouve pris dans les toiles délantes, comme l'apex d'un iode, ce doigt de Dieu qui oblige à trouver un chemin inédit. Donc c'est là que se joue le vrai travail. La nouvelle lune dernière, doublée de l'éclipse solaire, s'était posée en Vierge, donc sous l'égide de Mercure. Ici, cette pleine lune, elle culmine maintenant en Bélier, donc sous l'égide de Mars. On est donc sur l'axe mental-action, pensée-acte. Ici, tous deux en Scorpion. Et d'ailleurs, rien à voir avec ce que la prochaine lunaison nous demandera, parce que la nouvelle lune commencera en Balance et la pleine lune sera en Taureau. Donc 2 signes vénusiens. Et c'est eux qui vont prendre le relais et qui poseront la question des valeurs, du lien, du matériel et du sens partagé. Donc là, pour le moment, même si le Soleil est en Balance, nous en sommes encore au stade brut. Comment penser et comment agir? Comment unir l'esprit et l'acte sans les dissocier ni les opposer? Et c'est là que le iode, il prend toute son importance. Parce que Mercure, au tout début du Scorpion, il se retrouve à l'apex, cerné par les 2 quinconces dont je vous ai parlé. D'un côté, Uranus rétro en Gémeaux, son propre signe, qu'il renvoie à sa nature originelle, celle de l'info, de la mobilité, des récits qui circulent. Et de l'autre, Neptune rétro en Bélier, qui le relie indirectement à Mars, qui est le maître de cette pleine lune. Et donc qui diffuse dans ce contexte un parfum de confusion, d'idéaux guerriers, d'illusions de grandeur. Et vous voyez qu'entre Uranus et Neptune, Mercure, il doit trouver une porte de sortie. Parce qu'ici, c'est impossible de rester neutre, impossible de se contenter d'un discours convenu. Alors qu'est-ce que ça nous demande au fond? De prendre conscience que nos pensées, nos paroles, nos récits, ils ne sont pas isolés. Ils participent d'une manière ou d'une autre à une toile collective où l'information peut être accélérée, déformée, amplifiée. Parce qu'Uranus en Gémeaux, il met le projecteur sur la vitesse, les réseaux, la diffusion des idées, parfois au point de saturation. Et comme vous le savez, Neptune en Bélier, lui, il souffle des images troubles de conquête, d'héroïsme, d'idéologie qui peuvent galvaniser, mais aussi complètement aveugler. Et donc là, Mercure en Scorpion, il est coincé entre ces 2 pôles, il doit décider. Est-ce que je participe à la manipulation, à la propagation d'illusions, ou est-ce que je prends le risque de nommer, d'aller creuser, d'affronter ce qui dérange? Donc ce iode, c'est une véritable mise à l'épreuve de notre mental, parce qu'il va nous obliger à sortir de la répétition automatique, à trouver un ajustement nouveau, à passer d'une communication de surface à une parole qui tranche, mais qui transforme, qui dévoile. Et bien sûr que c'est un processus qui peut être inconfortable, parce que le Scorpion, il ne permet pas de rester en surface. Il fouille, il veut savoir, il veut déterrer. Mais c'est aussi une opportunité. Parce que si on fait ce travail, si on accepte de prendre vraiment conscience de la puissance de nos mots et de nos récits, Mercure, il devient l'aiguillon d'une mutation intérieure et collective. Sinon, le risque, il est immense. Si on laisse Mercure glisser vers la manipulation, vers les obsessions, vers des récits qui contrôlent au lieu d'éclairer. Et vous voyez que là, la tension entre Mars et Mercure se rejoue. L'action sans pensée, elle devient brutale. Et la pensée sans action, elle devient toxique. Donc le iode dans ce contexte est comme un doigt pointé qui nous dit attention, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous diffusez, ça compte. Et puis, si on additionne tous les chiffres de cette pleine lune, on tombe sur le 17, à savoir l'arcane de l'étoile. Et en le réduisant encore, c'est le 8, donc la justice. Et ces 2 cartes, elles complètent à merveille l'enseignement du ciel. Donc rappelons-nous que l'étoile, c'est la nudité sans défense, la vérité sans phare, l'eau qui s'écoule sans calcul. Cette femme nue, elle incarne la simplicité, la transparence, la confiance dans le geste qui relie le ciel et la terre. Donc l'exact opposé des travers de Mercure en Scorpion qui peut manipuler, contrôler, obséder. Et là où Mercure enferme, l'étoile ici, elle ouvre. Là où Mercure complique, l'étoile, elle simplifie.
Et elle rejoint étrangement le degré sabian de cette pleine lune. L'Indien qui tisse sa couverture de cérémonie, qui est patient, fidèle à son geste, et qui accomplit le sacré dans la constance. Donc on voit bien ici que l'étoile, fil après fil de ses eaux versées, elle incarne ce même accomplissement, sans forcer, sans tricher. Et la justice, quant à elle, elle vient cadrer ce dépouillement, parce qu'elle rappelle que la clarté, elle ne peut pas être naïve. Elle va nous demander du discernement, de la rigueur, un certain alignement. Ici, c'est l'épée qui tranche et la balance qui pèse. Donc elle avertit. Ne confonds pas impulsion et vérité. Ne prends pas tes obsessions pour des certitudes. La justice, elle encadre l'élan du bélier pour que le courage ne devienne pas témérité, pour que l'action ne soit pas un coup de tête, mais une décision ajustée. Et ensemble, ces deux arcanes nous forcent à interroger ce fameux mot-clé du degré sabian, l'accomplissement du désir. Déjà, c'est quoi un vrai désir? Est-ce qu'il naît d'une pulsion, d'un vide qu'on cherche à remplir, ou bien d'une volonté profonde reliée à notre conscience? Et puis, qu'est-ce qu'accomplir veut dire? C'est pas seulement cocher une case ou dire j'ai réussi, mais c'est d'inscrire ce désir dans une trame qui dure, qui relie, qui nourrit. Un désir accompli ne détruit pas autour de lui, il ne laisse pas des ruines. Il doit construire un tissu plus solide, il doit créer du lien. Donc c'est bien là que le bélier trouve son épreuve. Dans sa version la plus brute, il veut foncer, prouver, s'imposer. Mais cette pleine lune, elle nous dit que le vrai courage, il n'est pas là. Le vrai courage, c'est de savoir s'affirmer en tenant compte de l'autre, de l'altérité, du monde, des limites qui se dressent autour de nous. C'est pas juste l'exploit solitaire du guerrier, mais la force tranquille de celui qui inscrit son désir dans une trame plus large que lui. Donc l'étoile, elle nous rappelle la simplicité, la transparence de ce geste. Et puis la justice, elle impose qu'il soit fait avec justesse et cohérence. C'est ensemble qu'elles disent que l'accomplissement du désir ne se réduit pas à une pulsion qui cherche la satisfaction immédiate, mais à une œuvre consciente, patiente, capable de durer dans le temps. Et là, la boucle est faite. Le degré sabian parlait déjà d'une couverture de cérémonie, une œuvre tissée patiemment pour relier le ciel et la terre. Le tarot confirme que l'accomplissement véritable, il ne se mesure pas à l'intensité d'un instant, mais à la solidité d'un fil qui tient dans le temps. Donc cette pleine lune en bélier, elle n'est pas seulement une flambée d'élan, mais une initiation à tisser nos désirs en conscience, pour qu'ils deviennent non pas un simple feu de paille, mais une étoffe commune, durable et porteuse. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse. Alors mon conseil, bien sûr, c'est pas de foncer tête baissée, vous l'aurez compris. Laissez respirer vos envies, observez si elles viennent d'un vrai élan ou d'une compulsion. Ça, c'est déjà un énorme boulot. Et surtout, rappelez-vous que tout n'a pas besoin d'être réglé d'un coup. Ça se tisse, comme la couverture du degré, fil après fil. Alors prenez le temps d'écouter ce qui monte, de poser vos mots, de vérifier vos récits, même vos récits intérieurs. Si ça chauffe, si ça gratte dans vos relations ou dans vos choix, surtout, ne paniquez pas. C'est le bélier qui veut sortir. Et Mercure en scorpion qui oblige à creuser. Donc ça peut être intense, mais ça peut aussi être hyper libérateur. Donc avancez, tranquille, mais avec conscience. Et ça le fera. Et puis bon, comme toujours, merci d'être là, de nourrir cet espace avec vos pouces, vos partages, vos abonnements. Et surtout vos commentaires qui me permettent de sentir ce qui résonne pour vous. J'adore vous lire, donc lâchez-vous. Ici, vous pouvez faire vivre votre côté bélier, tant que ça reste dans le respect, bien sûr, de soi et des autres. Et puis, permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune tout en force et en sagesse maîtrisée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.